The fallout growing from that interview with Prince Andrew, answering questions for the first time about his friendship with convicted sex offender Jeffrey Epstein. Eva Pilgrim has that story for us. Tout a commencé comme tant de crises royales par un silence trop pesant pour être ignoré. Depuis des mois, le palais de Buckingham savait que les rumeurs s'amplifiaient. Des rumeurs qui refusaient de s'éteindre, alimentées par des fuites, des spéculations en ligne et des fragments de documents juridiques. Puis, sans prévenir, le silence a été rompu. Dans un moment qui a profondément ébranlé la Grande-Bretagne, le palais a publié une déclaration brève mais historique, confirmant ce qui avait longtemps été nié des preuves. ADN prouvait que le prince Andrew était bien le père biologique d'un quadragénaire nommé Alexander Campbell. La nouvelle a explosé à la une de toutes les pages, sur tous les écrans, dans toutes les conversations. Quelques minutes plus tard, les présentateurs de la BBC interrompirent leur émission Sky News, annonça paternité royale confirmée en bande-son, et CNN qualifia l'événement de « révélation sismique qui secoua la monarchie jusqu'en ses fondements ». Pour un pays qui s'adaptait encore à la nouvelle ère sous le règne du roi Charles III, ce fut une véritable gifle, le genre d'histoire qui bouleverse des décennies de bienséance soigneusement préservées. Ce n'était pas seulement un scandale, c'était un choc entre l'histoire et la science moderne. Le prince Andrew, autrefois surnommé duc d'York, fut longtemps la figure la plus troublée de la famille royale. Ses liens avec le défunt financier Jeffrey Epstein avaient déjà terni sa réputation, et son interview désastreuse avec Emily Maitlis sur BBC Newsnight en 2019 avait définitivement retourné l'opinion publique contre lui. Pourtant, cette confirmation ADN le reliant à un enfant jusque-là inconnu était plus qu'une simple source d'embarras. C'était une crise existentielle pour la maison de Windsor. Pour le palais de Buckingham, cette révélation est tombée au plus mauvais moment. La confiance des Britanniques dans les institutions s'érodait déjà. Les turbulences économiques, les conséquences persistantes du Brexit et les débats croissants sur le financement de la famille royale avaient alimenté les appels à une monarchie moderne. Les propositions de réforme du prince William, réduction des coûts, simplification des titres, exigence de normes plus élevées pour les membres les plus importants de la famille royale, étaient censées symboliser le renouveau. Au lieu de cela, le scandale a replongé toute la famille dans le même bourbier de secrets et d'arrogance qu'elle avait tant cherché à fuir. Le chaos régnait derrière les portes du palais. Selon The Guardian, une réunion d'urgence fut convoquée quelques heures après la confirmation ADN. Le roi Charles, décrit par certaines sources comme « furieux et le cœur brisé », exigea une révélation complète sur la façon dont la situation en était arrivée là. Guillaume, tout juste rentré d'un voyage dans le Commonwealth visant à rétablir les relations internationales, aurait averti que les dégâts pourraient déjà être irréparables. Les courtisans évoquèrent des nuits blanches, des appels téléphoniques paniqués et une atmosphère d'incrédulité, comme si un fantôme des années 1980 était entré de plain-pied dans le XXIe siècle et exigeait d'être reconnu. Le test ADN lui-même, réalisé en toute confidentialité au prestigieux Institut Sterling Genetics de Genève, a été irréfutablement prouvé. Les techniciens de laboratoire ont confirmé une correspondance paternelle avec une probabilité de plus de 99%. À l'ère de la transparence numérique, les chiffres ont une indéniabilité qu'aucun démenti de presse ne peut effacer. L'expression « au-delà de tout doute scientifique » a fait la une des journaux cités par les analystes de la BBC et décortiquée dans des podcasts du Times au Washington Post. Mais ce qui a le plus déconcerté le public n'était pas la science mais le timing. Pendant des années, le palais avait balayé les rumeurs d'enfants illégitimes comme des ragots. Mais aujourd'hui, à une époque où n'importe quel appareil photo de téléphone peut révéler un secret et où n'importe quel document peut apparaître en ligne, même les lignées royales n'étaient plus à l'abri d'un examen minutieux. Comme le notait le Télégraphe, la plus grande menace pour la monarchie aujourd'hui n'est pas la révolution, mais la dénonciation. Sur les réseaux sociaux, la réaction fut immédiate et intense. Des hashtags comme #RoyalDNA et #AndrewTested se sont répandus en quelques minutes. Les mèmes mêlaient indignation et humour noir, mais sous ce spectacle se cachait une véritable désillusion. Les commentaires étaient remplis de questions. Si cela a été caché pendant 40 ans, que ne savons-nous pas d'autre? Si le sang définit la royauté, que se passe-t-il lorsque le sang raconte une histoire différente? Devant le palais de Buckingham, une petite foule s'est rassemblée malgré la pluie froide. Certains ont manifesté avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Plus de mensonges » et « End the secrecy ». D'autres sont simplement venus assister au déroulement de l'histoire en temps réel, l'effondrement d'une énième illusion.
De nombreux Britanniques âgés ont comparé cette situation aux jours qui ont suivi la mort de la princesse Diana lorsque le chagrin s'est transformé en colère face à l'indifférence de l'institution. Ce n'est pas l'erreur qui met les gens en colère, a déclaré un observateur à Sky News. C'est la dissimulation. Au sein de la famille royale, le sentiment de trahison était personnel. Les membres du personnel ayant servi Andrew depuis ces années dans la marine exprimaient leur incrédulité. Des assistants de longue date se sentaient trahis. Des correspondants du palais notaient que même parmi les initiés fidèles, la sympathie était rare. Il a provoqué sa propre chute, a déclaré un responsable anonyme à ITV News. Le roi l'avait prévenu il y a des années, la vérité finit toujours par éclater. Et à la tombée de la nuit sur Londres, les projecteurs entourant Buckingham Palace ont illuminé un bâtiment qui pour la première fois semblait vulnérable. Les commentateurs du monde entier ont débattu des implications. Cette révélation a-t-elle eu des conséquences juridiques sur la succession? Non, les enfants illégitimes n'ont aucun droit. Pourrait-elle changer à jamais l'image de la monarchie? Presque certainement. La conversation a dépassé les ragots. Des universitaires participant à l'émission Royal Reckoning de CNN ont souligné que le scandale touchait à des débats sociétaux plus vastes, responsabilité, privilèges et pouvoir des institutions à réécrire leur propre histoire. Pour le roi Charles, le défi était existentiel. Son règne avait été conçu comme un règne de devoir et de transparence, mais en moins de 2 ans, il fut confronté à un scandale qui menaçait de les détruire tous deux. À l'inverse, l'approche moderne du prince William, franchise, intelligence émotionnelle et maîtrise du numérique, semblait désormais la seule bouée de sauvetage de la monarchie. Le public commença à le considérer non seulement comme l'héritier présomptif, mais aussi comme le sauveur potentiel d'une institution autrefois considérée comme inamovible. Pourtant, au milieu de toute cette colère, une vérité humaine dérangeante subsistait quelque part au-delà des murs du palais. Vivait Alexander Campbell, un homme qui avait passé sa vie entière à chercher son identité. Le test ADN lui avait apporté la réponse qu'il cherchait, mais au prix de la révélation de l'un des secrets les mieux gardés de Grande-Bretagne. Alors que le monde entier digère le choc, une question s'est posée de Westminster à New York: si le sang royal symbolise la pureté et la continuité, que se passe-t-il lorsque ce sang lui-même devient un scandale? Loin des couloirs dorés du palais de Buckingham, dans une paisible banlieue d'Édimbourg, un homme nommé Alexander Campbell se réveilla un matin et vit sa vie et son histoire elle-même irrémédiablement changée. Jusque-là, il avait été architecte mari-père, un homme dont la vie avait été définie par la stabilité plutôt que par le scandale. Mais le soir venu, son nom avait fait le tour du monde. Il n'était plus anonyme, il était bien le fils biologique du prince Andrew, duc d'York. L'histoire de la révélation de la vérité sur Campbell ressemble moins à un article de presse à scandale qu'à une parabole moderne sur la persévérance, l'identité et la justice, à une époque où la science peut exhumer ce qui était autrefois enfoui sous le silence. Né au début des années 1980 d'une mère célibataire, Campbell a grandi entouré de questions auxquelles personne ne répondait. Sa mère avait travaillé comme assistante privée à Londres, au plus fort des bouleversements sociaux de la famille royale. Une époque de glamour, de scandales et de secrets. Durant toute son enfance, elle a évité toute discussion sur son père, balayant les questions d'un sourire poli qui dissimulait quelque chose de plus profond. Ce n'est que sur son lit de mort 2 ans avant que l'affaire ADN n'éclate qu'elle lui a dit la vérité: « Ton père est un prince, mais tu dois décider ce que cela signifie pour toi. » Au début, Campbell avait écarté sa confession, la considérant comme le fantasme évanoui d'une femme mourante. Mais lorsqu'il avait retrouvé de vieilles lettres et des photos, sa mère jeune et radieuse aux côtés d'Andrew en uniforme lors d'un gala de charité en 1982, la vérité était devenue impossible à ignorer. Pendant des mois, il avait vérifié chaque fragment, trouvé dates, documents, récits de voyage qui se chevauchaient. Plus il en trouvait, plus sa vie prenait l'allure de l'histoire d'un inconnu écrite dans la sienne. Ses amis le décrivaient comme un homme réservé mais déterminé. Il ne courait pas après la célébrité, a confié un collègue au Guardian. Il voulait tourner la page, pas une couronne. Sa quête de la vérité a commencé discrètement par une correspondance privée avec les représentants d'Andrew, restés sans réponse. Devant l'échec de ses tentatives répétées, ses avocats ont déposé une plainte en vertu de la loi sur les droits de la personne, faisant valoir son droit à connaître ses origines biologiques. Cette demande autrefois confidentielle a été rendue publique des mois plus tard, et à partir de ce moment, l'affaire est devenue incontrôlable. La suite fut sans précédent. La demande de test ADN formulée par la Cour a propulsé le palais de Buckingham en terrain inconnu.
Aucun membre de la famille royale, du moins dans l'histoire moderne, n'avait jamais été contraint de fournir des preuves biologiques de manière aussi directe et vérifiable. L'équipe d'Andrew s'y est d'abord opposée, qualifiant cela de « grave atteinte à la vie privée ». Mais la pression croissante tant de la cour que de la maison royale elle-même a rendu leur résistance intenable. Selon le Times, le roi Charles a appelé en privé à la coopération afin d'éviter toute perception d'obstruction. Mieux vaut affronter une vérité cruelle, aurait-il déclaré à son équipe, que d'alimenter une rumeur toxique. Lorsque les résultats ont finalement confirmé la paternité, le monde de Campbell a basculé. Son téléphone a débordé de messages, sa rue tranquille était bondée de journalistes et son nom est devenu synonyme de la révélation royale la plus spectaculaire depuis des décennies. Mais alors que les tabloïds le présentaient comme l'héritier caché, il a refusé de participer à la fureur. Par l'intermédiaire de son avocat, il a publié une simple déclaration. Il n'a jamais été question de la famille royale, il s'agissait de la vérité. Cette phrase a touché une corde sensible chez un public las. À une époque où les scandales tournaient souvent autour de la cupidité ou de la vengeance, le calme de Campbell était d'une humanité désarmante. La psychologue sociale Helen Parker a observé dans l'émission Panorama de la BBC « Il est devenu un symbole de contraste moral, un homme ordinaire luttant silencieusement pour ce que les puissants cachaient bruyamment. » Mais sa victoire a eu un prix. Cette révélation soudaine a bouleversé sa vie privée. Des paparazzi campaient devant son bureau, l'école de ses enfants a dû renforcer la sécurité et des parents éloignés dont il n'avait plus de nouvelles depuis des années ont pris contact. Certains lui ont offert leur soutien, d'autres ont cherché des opportunités. Le poids de sa nouvelle identité était immense. Des amis racontent qu'il a abandonné les réseaux sociaux et envisagé de partir à l'étranger. Il disait avoir l'impression de vivre sous cloche, a confié une connaissance à The Independent. Tout le monde voulait le voir, mais personne ne voulait le voir en tant que personne. Pendant ce temps, les juristes débattaient de la portée pratique de sa reconnaissance. En droit britannique, un droit de naissance illégitime exclut tout droit d'héritage ou de succession. Campbell ne pouvait ni devenir prince, ni prétendre au trône, ni recevoir de financement royal. Pourtant, l'impact symbolique fut immense. Son existence força la monarchie à affronter sa plus ancienne contradiction, la tension entre le caractère sacré de la lignée et la faillibilité humaine. Dans l'opinion publique, Campbell devint malgré lui une figure emblématique de la vérité sur la tradition. Des éditoriaux du Guardian et du Washington Post louèrent sa retenue, le qualifiant de « homme qui a démantelé le mythe royal avec dignité ». D'autres le voyaient comme un perturbateur potentiel, un rappel vivant que même une institution millénaire ne peut réécrire la génétique. Pour Andrew, cette révélation signifiait la fin de toute crédibilité restante. Pour Campbell, elle marquait le début d'un héritage indésirable. Et pour la monarchie, elle ouvrait un chapitre de jugement dont aucune couronne ne pouvait se protéger. Quelques semaines après sa confirmation, Alexandre fit une brève apparition à son domicile d'Édimbourg, vêtu d'un simple manteau gris et tenant une lettre. Les journalistes lançaient des questions, voulait-il des excuses? Prévoyait-il de rencontrer la famille royale? Réclamerait-il une part de l'héritage? Il marqua une seule pause avant de répondre doucement mais fermement « Je voulais juste la vérité. Le reste appartient à l'histoire. » Cette phrase a résonné dans toute la Grande-Bretagne, répétée à la télévision dans les gros titres partagés des millions de fois en ligne. Ce n'était pas un acte de défiance, c'était une conclusion. Et pourtant, elle portait un défi tacite qui planait comme une ombre sur Buckingham Palace. Lorsqu'un roturier peut révéler un secret royal, une tradition peut-elle vraiment rester sacrée? L'atmosphère au palais de Buckingham dans les jours qui ont suivi la confirmation ADN était sans précédent. Ce n'était pas seulement le choc, c'était l'incrédulité qui s'est muée en panique silencieuse. Pendant des décennies, la famille royale était passée maître dans l'art de gérer les crises. Décès, divorces, trahisons et même l'interview désastreuse de Newsnight, tout avait été enduré derrière les murs du protocole et du calme public. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas de rumeurs de spéculation ou de scandales nés d'un jugement erroné. C'était la science, froide mathématique indéniable, qui avait acculé la monarchie à une vérité que même ses rouages séculaires ne pouvaient effacer. Le roi Charles convoqua à Clarence House ce que des initiés qualifièrent de « conseil de guerre ». Étaient présents le prince William de haut conseiller juridique, le lord chambellan et des spécialistes de la communication de la maison royale et de Downing Street. La réunion dura des heures et se prolongea tard dans la nuit.
Les courtisans se déplaçaient d'une pièce à l'autre avec des dossiers estampillés confidentiels, tandis que leurs assistants recevaient des appels incessants de contacts gouvernementaux et de médias exigeant des déclarations. L'atmosphère, a confié une source au Guardian, était tendue et fragile, comme si le moindre mot pouvait déclencher une explosion. William était, paraît-il, calme mais visiblement furieux, arpentant la cheminée tandis que son père, assis raide et indéchiffrable, semblait s'exprimer. Des rapports ultérieurs ont suggéré que la colère de Charles ne visait pas uniquement Andrew, mais l'incapacité de l'institution à empêcher un nouveau désastre réputationnel. Il les a prévenus, a déclaré un haut responsable à Sky News. Il répète depuis des mois que les vieilles méthodes du silence et du secret ne fonctionnent plus dans le monde numérique. Mais personne n'a voulu l'entendre avant qu'il ne soit trop tard. La stratégie traditionnelle de la famille royale consistant à ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer, s'était bel et bien effondrée sous le poids de l'écosystème médiatique du XXIe siècle. À l'ère des fuites des deepfakes par IA et des investigations judiciaires en ligne, l'opacité était devenue un scandale en soi. Le refus du palais pendant des semaines de commenter avant les résultats des tests a été interprété non pas comme une marque de dignité, mais comme une tromperie. Le Times a qualifié cette période de « nouvelle ère de responsabilité », où la monarchie doit apprendre à parler sous peine de perdre toute voix. Lors de la réunion, la question était d'une simplicité déconcertante. Comment réagir ? Refuser de reconnaître les résultats des analyses. ADN était impossible. Les conclusions du laboratoire suisse avaient été vérifiées selon les normes internationales et examinées par un magistrat britannique indépendant. Les nier serait un désastre juridique. Mais les reconnaître ouvertement porterait atteinte à l'image de la monarchie réputée pour son ordre, sa lignée et sa modestie. Une fois que vous avez admis l'existence du secret, a averti un conseiller, vous lui donnez vie à jamais. On dit que Charles a regardé la table pendant un long moment avant de répondre « Elle a déjà une vie, cela s'appelle la vérité ». Cet aveu donna le ton à la suite. L'équipe de communication du palais commença à rédiger une réponse, d'abord une ligne, puis deux, puis plus rien. Chaque tentative sonnait soit trop défensive, soit trop froide. C'est Willem, disent ses conseillers, qui insista sur un langage clair, pas d'euphémisme, pas d'obscurcissement. « Si nous parlons comme des avocats, dit-il, nous passons pour des menteurs. » Mais les courtisans plus âgés résistèrent, prônant un ton plus doux, un ton qui prend acte sans susciter l'empathie. Le débat révéla le clivage générationnel au sein de l'institution, une faction s'accrochait au secret traditionnel, tandis que l'autre, menée par Willem, prônait l'honnêteté émotionnelle comme seule voie de survie. Pendant ce temps, le monde extérieur était en effervescence. La table ronde de fin de soirée de CNN décortiquait la forteresse délabrée de la monarchie, tandis que Newsnight sur BBC rediffusait des images d'archives des précédentes dénégations d'Andrew et les comparait aux résultats ADN récemment confirmés. Les réseaux sociaux amplifiaient chaque incohérence des précédentes déclarations du palais, à l'insistance d'Andrew sur le fait qu'il n'avait aucun souvenir de moments clés désormais exposés au grand jour. Les conséquences furent si graves que même les gouvernements étrangers commencèrent à s'interroger. Les radiodiffuseurs canadiens se demandèrent si cette révélation pouvait raviver le sentiment républicain au sein du Commonwealth. En Australie, où les appels à la destitution du monarque britannique couvaient depuis un certain temps, la controverse alimenta le mouvement. Pourquoi devrions-nous honorer une institution qui se cache la vérité même à elle-même ? S'interrogea un sénateur australien sur ABC News. De retour à Londres, les conseillers se souciaient moins de politique que de perception. Le règne de Charles reposait sur un fragile discours de renouveau-modernisation de la monarchie, réduction de ses effectifs et reconstruction de l'autorité morale après des décennies de scandales. Ce discours s'effondrait. Les sondages YouGov indiquaient une chute de 20% de la confiance du public envers la monarchie en seulement 72 heures après l'annonce. Même les monarchistes fidèles commençaient à admettre que la crédibilité de l'institution avait subi un coup sans précédent. Au sein de la famille, le poids émotionnel fut lourd. Camilla aurait supplié Charles de séparer entièrement la couronne d'André, avertissant que l'image de réformateur suprême de son mari s'estomperait s'il était perçu comme protégeant son frère. Guillaume accepta, arguant qu'une séparation décisive et visible était nécessaire pour préserver l'intégrité de la monarchie. Mais Charles hésita, tiraillé entre la loyauté familiale et la survie institutionnelle. Lorsqu'Andrew a appris la conversation, sa réaction a été comme on pouvait s'y attendre, explosive. « Il est humilié, isolé et furieux », a déclaré un ancien collègue au Télégraphe. Il se sent trahi non seulement par les médias, mais aussi par son propre sang.
L'ancien duc d'York a insisté sur le fait que la révélation était une affaire privée, un revers personnel alimenté par la presse. Pourtant, son insistance n'a fait qu'accroître le mépris du public. Une affaire privée ne fait la une des journaux nationaux que lorsqu'on est une personnalité publique, a observé un commentateur de la BBC. Le problème, c'est qu'il ne fait toujours pas la différence. Tandis que les avocats royaux s'efforçaient d'atténuer les conséquences juridiques, une autre menace planait le désir de responsabilité du public. Influenceurs, journalistes et même historiens ont commencé à exiger une plus grande transparence dans les archives royales et les documents financiers. Si l'ADN peut révéler la vérité sur un membre de la famille royale, écrivait le rédacteur constitutionnel du Guardian, que pourrait révéler la liberté d'information sur l'institution elle-même. Derrière les murs du palais des conseillers murmurait un changement. Pas seulement un scandale, mais une prise de conscience. Ce qui avait commencé comme une simple révélation s'est rapidement transformé en un référendum sur la monarchie elle-même. Pendant des siècles, la famille royale avait survécu aux guerres, aux divorces et aux décès grâce à un principe tacite, la distance. Mais à l'ère du numérique, cette distance n'existe plus. Chaque secret peut être retracé, chaque mensonge archivé. Et aujourd'hui, sous le regard froid de la critique moderne, Buckingham Palace a appris que la science se fiche des couronnes. Dès la 4e nuit, le silence du palais avait basculé de la stratégie à la responsabilité. Les journalistes campaient devant les grilles noires du palais de Buckingham, leurs caméras braquées sur le balcon où des générations de monarques avaient autrefois salué la foule en délire. Ce même endroit semblait désormais hanté par l'absence. Chaque heure de silence alimentait la soif mondiale de réponses. Dans le bureau de communication du palais, la tension couvait comme un tic-tac. Des brouillons de déclarations gisaient éparpillés sur la longue table en acajou, certains prudents, d'autres provocateurs, mais aucun ne semblait juste. Chaque mot avait du poids et chaque phrase menaçait d'irriter une nation déjà sceptique quant à la probité royale. Le roi Charles savait que le prochain message de sa cour définirait son règne. En dire trop peu aurait semblé évasif, en dire trop aurait alimenté une presse qui ne dormait jamais. Le matin de ce que ses conseillers appelleraient plus tard, le jour de la décision, le roi aurait dit à son secrétaire principal « Cela ne doit pas ressembler à une tradition, cela doit ressembler à la vérité ». L'instruction était simple mais révolutionnaire. Pour la première fois depuis des décennies, la famille royale ne se cacherait pas derrière le protocole. Elle s'adresserait à la nation en tant que peuple et non en tant que symbole. Ce soir-là, à 18h précise, le palais de Buckingham publia sa déclaration finale. Elle ne comptait que 2 phrases. Toutes les parties ont obtenu et reçu les résultats de l'analyse ADN ordonnée par le tribunal. L'analyse a révélé un lien biologique entre le duc d'York et Alexander Campbell. La déclaration était concise, factuelle, percutante et dévastatrice. Quelques minutes plus tard, les émissions furent interrompues. La retransmission en direct de la BBC présenta ses propos comme « un moment de vérité ». CNN la décrivit comme « la reconnaissance la plus directe de la vérité par la monarchie dans l'histoire moderne ». Mais si la déclaration a répondu à la demande de confirmation du public, son ton a immédiatement suscité des critiques. Il n'y avait aucune empathie, aucune excuse, aucune reconnaissance de l'histoire humaine derrière le scandale. Pour beaucoup, elle semblait mécanique, vestige d'un palais hésitant encore à aborder le monde qu'il gouvernait. Des faits sans émotion, a observé un commentateur de Sky News, ne guériront pas une nation en quête d'honnêteté. Les réseaux sociaux ont explosé. Des hashtags comme #RoyalTruth et #ColdCrown ont dominé les tendances mondiales. Les commentateurs ont qualifié le langage de « stérile » et « sans âme ». Des mèmes ont circulé comparant le ton du palais à celui d'un communiqué de presse d'entreprise après une fuite de données. Même les partisans de la famille royale ont été déçus. Ce n'était pas seulement ce qu'ils disaient, a confié un téléspectateur à ITV News, mais ce qu'ils ne disaient pas. Le public voulait du remords, de l'empathie, quelque chose d'humain. À la place, il a eu droit à du jargon juridique. La réaction fut immédiate et brutale. Le Guardian publia un éditorial intitulé « Quand la couronne parle comme une machine », affirmant que le palais de Buckingham avait gâché une rare occasion de rétablir la confiance. Le New York Times qualifia cela de « échec émotionnel de la monarchie ». Parallèlement, l'émission Today de BBC Radio 4 demandait à ses auditeurs si l'approche de la famille royale les avait davantage ou moins attachés à l'institution. À la fin de l'émission, plus de 70% des personnes interrogées répondaient « moins ». La frustration montait au palais. Certains conseillers défendaient la réticence de la déclaration, arguant que toute expression de chagrin pouvait être interprétée comme de la culpabilité. D'autres insistaient sur le caractère catastrophique de ce manque de chaleur.
Selon des fuites publiées ultérieurement par le Télégraphe, le prince William aurait réclamé en privé une deuxième déclaration qui tienne compte des sentiments du public sans porter atteinte à la dignité de la monarchie. « Les gens ne recherchent pas la perfection », aurait-il déclaré. « Ils recherchent l'humanité. » Le roi Charles, toujours prudent, hésita. Il comprenait les intentions de son fils, mais des décennies de formation royale l'avaient rendu méfiant à l'idée d'instrumentaliser ses émotions en public. Pourtant, la tempête extérieure ne lui laissait pas le choix. Quelques jours plus tard, le palais publia un second message, cette fois plus long, plus méditatif et clairement influencé par le ton de William. On y lisait notamment « Le roi et la famille royale reconnaissent la profonde inquiétude publique suscitée par les récents événements. Ce moment, bien que profondément douloureux, réaffirme l'importance de la vérité, de la responsabilité et de la compassion. » Le changement de langage fut subtil mais significatif. Pour la première fois, la couronne s'exprimait comme le peuple reconnaissant la douleur et suscitant la compassion. Le geste fut bien accueilli. Les gros titres passèrent de l'indignation à une approbation prudente. Le Times écrivit que la monarchie avait trouvé sa voie dans le langage de la vulnérabilité, tandis que Reuters notait que l'approche de Charles marquait un tournant générationnel vers la transparence. Pourtant, les dégâts ne pouvaient être réparés du jour au lendemain. La déclaration personnelle du prince Andrew, publiée peu après, a ajouté l'insulte à l'injure. Son choix de mots, « Il s'agit d'une affaire privée qui sera réglée en famille », a été largement condamné. Les experts en relations publiques l'ont qualifié de pire réponse de l'histoire de la communication de crise. Nicholas Witchell, correspondant royal chevronné de la BBC, a qualifié le ton d'Andrew d'arrogant, isolé et totalement fade. Au lieu de paraître digne, il semblait provocateur, une image qui a alimenté la colère publique au lieu de l'apaiser. Pendant ce temps, des manifestations éclataient devant York et Windsor, où les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Pas d'argent public pour des privilèges » et « L'ADN ne ment pas ». Des humoristes américains et australiens ont tourné le scandale en dérision. Mais pour la Grande-Bretagne, ce n'était pas un sujet de plaisanterie. L'affaire touchait à quelque chose de bien plus profond que des ragots, elle révélait une rupture dans la relation de la monarchie avec son peuple. Même au Parlement, les conséquences se sont fait sentir. Un groupe de députés a commencé à faire pression pour une loi limitant le financement public des membres de la famille royale sans emploi. Un représentant travailliste a déclaré au Guardian « La patience du public pour les exemptions royales est à bout. La responsabilité n'est pas une trahison, c'est la démocratie. » Au sein du palais, l'influence de Guillaume grandit discrètement. Ses proches le décrivaient comme un homme concentré, stratégique et de plus en plus franc. Il commença à consulter des conseillers sur la réforme de la communication royale, privilégiant l'authenticité, l'ouverture et la transparence numérique. Pour survivre, affirmait-il, la monarchie ne pouvait plus s'exprimer depuis des salles de marbre. Elle devait s'exprimer avec son cœur. Cette prise de conscience marqua non seulement un changement de ton, mais aussi de philosophie. Pour la première fois dans l'histoire, la famille royale commença à comprendre que le silence n'était pas synonyme de force, mais de capitulation. Dans les jours qui ont suivi la déclaration finale du palais, l'humeur collective britannique est passée de l'incrédulité à l'indignation. Ce qui avait commencé comme une révélation isolée s'est transformé en une crise institutionnelle de grande ampleur. Pour la première fois depuis la mort de la princesse Diana, le palais de Buckingham était en proie à une tempête morale si intense qu'aucun texte royal ne pouvait l'apaiser. La monarchie, autrefois symbole de continuité, apparaissait vulnérable, humaine et acculée. Les derniers vestiges de bienveillance publique du prince Andrew se sont évaporés du jour au lendemain. Sa tentative de se réfugier derrière le terme « affaires privées » a eu un effet catastrophique. À l'ère des réseaux sociaux et de l'information en continu, rien dans l'ADN royal n'était privé. Des manifestants se sont rassemblés devant les domaines royaux de Windsor à Balmoral, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Pas au-dessus des lois, abolition des privilèges » et « La science a parlé ». L'indignation ne se limitait pas à son comportement personnel. Elle concernait ce qu'il représentait, le dernier souffle de l'intouchabilité royale dans un monde exigeant la transparence. À la Chambre des communes, la réaction fut rapide. Un groupe de députés de tous partis comprenant des conservateurs et des travaillistes commença à élaborer des propositions visant à réformer la subvention souveraine, le fonds public qui finance la monarchie. Les citoyens ont le droit de savoir combien leurs impôts génèrent, déclara la députée travailliste Harriet Langford lors d'un débat télévisé. Il s'agit
Car si la famille royale attend notre confiance, elle doit se montrer à la hauteur des exigences qu'elle attend des autres. Son discours devint viral, recueillant des millions de vues en quelques heures. Même certains royalistes traditionnels reconnurent l'urgence d'une réforme. Le roi Charles, confronté à l'épreuve la plus difficile de son règne, convoqua à nouveau ses conseillers. Cette fois, l'ambiance n'était pas à la panique, mais à l'épuisement. Des semaines de scandales avaient miné la confiance de la cour. Selon The Guardian, le cercle intime du roi envisageait de dépouiller Andrew de ses derniers honneurs, le titre de duc d'York, ses privilèges de sécurité et sa résidence à la loge royale. Le symbole serait dur, mais il pourrait sauver la crédibilité de la monarchie. Guillaume aurait été le plus insistant pour une action décisive. « Nous ne pouvons pas être les otages de la honte », a-t-il déclaré lors d'une réunion interne. Si la monarchie veut avoir un sens, elle doit incarner la responsabilité. L'opinion publique semblait d'accord. Un sondage YouGov a révélé que près de 70% des Britanniques étaient favorables à l'abolition définitive des titres d'Andrew. Des hashtags comme #EndTheDuke et #ReformTheCrown étaient en vogue quotidiennement sur les réseaux sociaux. Même les pays du Commonwealth ont commencé à prendre leur distance. Au Canada, le débat public sur le maintien de la monarchie à la tête de l'État a repris de plus belle. En Australie, le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré à ABC News que malgré son profond respect pour le roi Charles, la monarchie devait évoluer sous peine de perdre sa légitimité morale. Pendant ce temps, Andrew se retirait complètement de la vie publique. On le voyait rarement. Un homme d'âge mûr aperçu à travers les vitres des voitures, la tête baissée dans un isolement presque théâtral. Son équipe juridique publia une brève déclaration soulignant qu'Alexander Campbell ne demandait aucune compensation financière, mais cela ne les fit guère changer d'avis. L'histoire était déjà bien ficelée, un prince déshonoré, exposé à la seule chose qu'il ne pouvait même pas contrôler, son propre sang. Pour Alexander, les conséquences furent douces, amères. Il avait conquis sa vérité, mais à un prix inimaginable. Les paparazzis le traquaient sans relâche. Les éditoriaux le surnommaient « l'homme qui a humilié une monarchie », tandis que les tabloïds décortiquaient tout de son écriture à sa garde-robe. Pourtant, il refusa les interviews, déclina les offres lucratives et resta largement silencieux. Sa réticence ne fit que renforcer sa dignité. Comme l'a observé la chroniqueuse du Times Lucy Webster, dans un scandale fondé sur l'arrogance, son humilité devint son reproche silencieux. L'effet domino s'est étendu bien au-delà du palais. La confiance dans les institutions royales s'est effondrée. Le correspondant royal de la BBC a rapporté que même les traditions cérémonielles comme la parade des couleurs et l'ouverture officielle du Parlement étaient en train d'être revues dans leur ton et leur portée. Il faut désormais une monarchie moins ornée, a-t-il observé. Une monarchie qui ressemble moins à du théâtre et davantage à du service. À huis clos, la famille royale était divisée. Camilla était apparemment profondément préoccupée par le stress de son mari, tandis que les alliés de la reine craignaient que les scandales en cours n'éclipsent son travail auprès des associations caritatives et des initiatives de santé publique. Le prince William et le roi Charles se seraient opposés sur l'ampleur des réformes. William prônait des changements radicaux, la suppression des privilèges héréditaires pour les membres de la famille royale, ne travaillant pas la publication d'informations financières plus nombreuses et la modernisation des communications. Charles, pragmatique mais prudent, craignait qu'une trop grande transparence ne nuise à la mystique, à l'aura même qui conférait à la couronne son pouvoir symbolique. La presse internationale a dressé des comparaisons virulentes. Le Monde a comparé le scandale à la crise d'abdication d'Édouard VIII, tandis que le Washington Post l'a qualifié de « rétablissement génétique de la monarchie ». Même le Financial Times, habituellement réservé, a écrit « La dernière grande institution britannique apprend que la tradition ne remplace pas la vérité ». La colère populaire a atteint son paroxysme lorsque des images ont fuité montrant des manifestants devant la cathédrale d'York scandant « Le sang ne ment pas », tandis que les cloches de l'église sonnaient lors d'un événement royal. Le symbolisme était impossible à ignorer. La monarchie, autrefois pilier moral de la nation, était désormais jugée, non pas devant un tribunal, mais devant le tribunal de la conscience. Et pourtant, au milieu de ce chaos, un phénomène inattendu a commencé à émerger. Une jeune génération dont beaucoup avaient longtemps considéré la monarchie comme dépassée a été séduite par les appels à la réforme du prince William. Son discours mesuré, son ton empathique et son malaise visible face à la vieille garde ont trouvé un écho.
Il parle comme s'il comprenait son époque, a déclaré une jeune femme lors d'une interview sur Sky News. C'est plus qu'on ne peut en dire pour la plupart d'entre eux. À la fin du mois, la monarchie avait traversé le plus dur de la tempête, mais n'en était pas indemne. La disgrâce d'Andrew était désormais totale. Sa vie publique était terminée, son nom synonyme de scandale. Pourtant, au milieu des ruines de sa chute, un nouveau récit se formait discrètement. Non pas sur les lignées ou les privilèges, mais sur la survie par la responsabilité. Car si l'histoire nous a appris une chose à propos de la couronne britannique, c'est que sa puissance ne réside pas dans la perfection, mais dans sa capacité à s'adapter, à absorber et lorsqu'elle est acculée par la vérité, à persévérer. Les semaines passèrent, mais les répercussions du scandale persistèrent. Les grilles dorées du palais de Buckingham restèrent aussi impeccables, mais quelque chose avait changé derrière elles, quelque chose d'intangible mais profondément ressenti. Pour la première fois dans l'histoire, la monarchie britannique était confrontée non pas à un scandale comportemental ou politique, mais à un scandale biologique. La science avait percé la mystique du sang royal, et ce qui en jaillissait n'était ni divin ni parfait, seulement humain. Après la révélation du profil ADN, la confiance du public a atteint un niveau historiquement bas. Des sondages YouGov et The Guardian ont montré que près de la moitié des Britanniques de moins de 40 ans remettaient en question la pertinence de la monarchie. La jeune génération imprégnée d'une culture de transparence et de responsabilité ne considérait plus la couronne comme sacrée. Pour elle, le palais était une institution de chair et d'os, et l'enfant secret du prince Andrew était devenu le symbole de tout ce que la monarchie avait tenté, sans succès, de dissimuler. Le roi Charles, pragmatique jusqu'au bout, saisit cette réalité avec une douloureuse lucidité. En privé avec ses conseillers, il admit que la monarchie ne pouvait plus se reposer sur la nostalgie ou le mysticisme. « Nous devons prouver notre valeur et non présumer », aurait-il déclaré, faisant écho à un sentiment autrefois impensable dans ces salles de marbre. Son attention se porta alors sur ce que les courtisans commencèrent à appeler le plan de renouveau, un projet discret pour une monarchie plus petite et plus responsable. Ce plan prévoyait une réduction des financements publics, une redéfinition des rôles et l'obligation pour chaque famille royale d'interagir directement avec le public par le biais d'actions caritatives transparentes et de communication numérique. Mais tandis que Charles se tournait vers l'avenir, les fantômes du passé persistaient. La couverture médiatique internationale a entretenu l'affaire CNN et le New York Times explorant ce qu'ils appelaient les mathématiques morales de la monarchie. Une institution fondée sur des privilèges héréditaires pouvait-elle être conciliée avec la responsabilité du XXIe siècle ? Une couronne était-elle encore crédible lorsque la science pouvait redessiner son arbre généalogique ? Le prince William s'est imposé comme l'architecte discret de la réforme. En coulisses, il a collaboré avec une nouvelle génération de conseillers, experts en technologie, consultants en diversité et stratèges en communication, pour reconstruire l'image royale autour de l'honnêteté plutôt que de la grandeur. Le public ne veut plus de contes de fées, aurait-il déclaré à son équipe. Il veut de la responsabilité. Son instinct moderne, façonné par la transparence de sa mère et la retenue de son père, a fait de lui un pont entre tradition et évolution. Ce pont fut cependant critiqué des deux côtés. Les traditionalistes accusèrent Guillaume de démanteler la mystique royale, tandis que les réformateurs estimaient que le changement s'opérait trop lentement. Mais il persévéra. Dans son premier grand discours après la crise prononcé au National Press Club de Londres, Guillaume s'exprima sans détour. La vérité n'est pas l'ennemi de l'héritage, elle est le fondement qui le maintient en vie. Ce discours a été salué comme un moment décisif, un message adressé non seulement au public, mais aussi à la monarchie elle-même. Les commentateurs de la BBC et de Sky News l'ont décrit comme la première fois qu'un membre de la famille royale reconnaissait que l'institution doit gagner sa légitimité et non l'hériter. Mais même si la famille royale respirait l'unité, des divisions internes persistaient. Le prince Andrew demeurait en exil discret à la loge royale, son nom effacé des cérémonies officielles et ses portraits discrètement retirés des couloirs du palais. Camilla, toujours reine consort, aurait exhorté Charles à tirer un trait une fois pour toutes, afin d'éviter de ternir davantage la réputation déjà fragile de la famille. Mais Charles hésitait, tiraillé entre l'amour pour son frère et la loyauté envers la couronne. Sa décision finale, exclure totalement Andrew des fonctions royales, fut à la fois clémente et définitive. Pendant ce temps, Alexander Campbell continuait de vivre tranquillement en Écosse, refusant les interviews des médias et maintenant ce que la presse qualifiait de « invisibilité digne ». Dans l'un de ses rares discours publics prononcés par l'intermédiaire de son avocat, il déclara « La vérité a fait son œuvre, il faut maintenant qu'elle cesse ».
Sa retenue devint la boussole morale inattendue du scandale, un rappel vivant que l'authenticité peut l'emporter sur la royauté. Hors de Grande-Bretagne, les conséquences furent considérables. La Jamaïque accéléra son référendum sur la transformation du pays en république. Au Canada, des articles d'opinion débattaient de la question de savoir si la monarchie représentait encore une démocratie moderne. Même au sein du Commonwealth, les rumeurs de réforme se transformèrent en mouvement. Comme le notait Reuters, le secret d'Andrew est devenu le miroir mondial de la monarchie, forçant les pays à s'interroger sur le sens de la loyauté à l'ère de la vérité. Au pays, cependant, un phénomène remarquable commença à se produire. Malgré l'amertume du scandale, un respect discret commença à se développer pour le leadership inébranlable de Charles et la transparence de Guillaume. La monarchie, bien que meurtrie, n'était pas tombée. Elle avait penché vers la vérité et cette inclination paradoxalement l'avait maintenue en vie. Le Financial Times parlait d'une « renaissance par la réalité », tandis que le Guardian admettait que « l'honnêteté aussi mesurée soit-elle pourrait bien être la dernière ressource de la couronne ». Et c'était peut-être la leçon que la Grande-Bretagne devait apprendre: la survie de la couronne ne dépendait jamais de sa pureté, mais de sa capacité à s'adapter, à évoluer, sans perdre son essence. Dans un monde où la vérité est immédiate et le déni fatal, la monarchie avait enfin commencé à parler le langage de son peuple. Lorsque le roi Charles fit sa première apparition publique après la crise, plantant un arbre devant un mémorial aux vétérans du Wiltshire, les applaudissements qui l'accueillirent furent discrets mais sincères. Il ne s'agissait pas d'une révérence du passé, mais de quelque chose de plus terre-à-terre, de plus humain. La couronne, autrefois enveloppée d'une distance divine, était désormais plus proche de son peuple. Alors que les caméras cliquaient et que le roi levait les yeux vers le ciel gris anglais, un journaliste cria « Votre Majesté, la monarchie a-t-elle changé pour toujours ?» Charles s'arrêta un instant, l'air pensif, avant de répondre doucement « C'est en changeant que nous persévérons. » Et à ce moment-là, sous l'air froid de Londres et les flashs incessants des appareils photo, l'avenir de la monarchie fragile mais durable semblait trouver sa première lueur de rédemption.